Le grand show de la présidentielle. Philippe David. Sur Sud Radio. Et pour débattre ce soir dans le grand show de la présidentielle, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Pasco, ancien adjoint au maire d'Évry et auteur de Pilleurs d'État et de Du Goudron et des Plumes aux éditions Max Milo, et Nicolas Guerreiro, avocat et auteur du Droit pour les nuls aux éditions First. Alors messieurs, le premier sujet c'est évidemment le 49.3. Ce matin, les frondeurs ont été reçus à Matignon. Manifestement, ils ne sont pas rentrés dans le rang. À 14h30, un conseil des ministres extraordinaire était convoqué et on a appris que ce même Conseil des ministres avait donné le pouvoir à Manuel Valls d'utiliser l'article 49.3 qu'on ne présente plus. Alors, quand même, sachant qu'il y avait un Conseil des ministres prévu demain matin, était-il si urgent de convoquer un Conseil des ministres un mardi après-midi à 14h30 ? Philippe Pasco. Moi qui connais bien Manuel Valls, il a absolument voulu asseoir son pouvoir tout de suite et maintenant, et plutôt que d'attendre demain, il l'a mieux joué. Et puis en plus de ça, aujourd'hui en politique, s'il avait attendu demain, il y aurait peut-être eu encore d'autres tuiles. Oui, non, mais ce qui est très intéressant dans cette histoire, en fait, il y a deux questions. Il y a la question de la pertinence de ce dispositif qui a fait l'objet de beaucoup de contestations et de discussions aujourd'hui. Quel mot là, Nicolas, la pertinence, non ? Ça n'existe pas là pour ce truc-là. Oui, alors qui permet quand même qu'il y a une. Alors je sais, il a été très critiqué depuis ce matin. Je voudrais quand même simplement rappeler que le 49.3, d'abord, qui a été très utilisé depuis le début de la Constitution de la République, a quand même une vertu, c'est de permettre à un moment à un gouvernement de prendre ses responsabilités et de limiter une instabilité gouvernementale qu'on a connue. Ça permet à un gouvernement d'employer ce qu'on a pour appeler ailleurs la dictature. C'est-à-dire que j'impose, alors qu'il y a 70% des Français qui ne veulent pas de cette loi-là, je l'impose quand même. Il y a 80% des gens, des députés, etc., qui n'en veulent pas, et on s'obstine, on le fait quand même. Moi, ça me fait très très peur pour la suite. Alors, je suis assez en désaccord avec vous, Philippe Pasco, sur ce point, parce que moi, il me semble que il a été mis en place ce dispositif précisément pour permettre à des majorités de dégager... Quelle majorité, Nicolas ? Il n'y a plus de majorité. Non, mais... Aujourd'hui, le gouvernement de Manuel Valls n'a même plus de majorité. Les Verts sont partis, les communistes sont partis, une partie des socialistes ne sont même plus dedans. Donc il n'y a plus de majorité. Et on verra si lors de la motion de censure qui doit nécessairement être présentée ensuite, il n'y a effectivement pas de majorité. Ce qui est certain, c'est qu'ils doivent obtenir 289. Nicolas, les frondeurs vont se dégonfler. Alors, vous les connaissez mieux que moi. Oui, je les connais tous. Justement, on va en parler des frondeurs. Ils sont allés ce matin à Matignon, reçus par Manuel Valls en personne. Aucun accord n'avait été trouvé. C'était le matin. L'après-midi, Conseil des ministres à 14h30. Alors, est-ce que pour vous, pour une fois, les frondeurs vont franchir le Rubicon ? Parce que depuis maintenant 4 ans que François Hollande a été élu, on a dit X fois que les frondeurs allaient franchir le Rubicon, mais ils ne l'ont jamais franchi. Est-ce que vous les croyez capables de le franchir à 13 mois des prochaines élections législatives ? Ils prendront pas le risque de perdre leur mandat, ils prendront pas le risque de faire tomber le gouvernement. Comme d'habitude, ils vont se dégonfler au dernier moment. Alors là-dessus, je suis assez en accord avec Philippe Pasco. D'abord, Philippe Pasco a une expérience politique qui a priori, enfin, je lui fais confiance. Il a une plus grande connaissance que moi de cette pratique-là. Mais non, je pense qu'effectivement, ils sont opposés à la loi, mais qu'ils n'iront pas jusqu'à risquer leur siège pour empêcher son vote. Je pondère quand même, parce que être frondeur aujourd'hui dans un gouvernement de Manuel Valls, rien que ça, déjà, c'est courageux. Oui. Bon, non, mais ce qui est intéressant quand même, c'est que à plusieurs reprises depuis le début du mandat de François Hollande, les frondeurs se sont exprimés, et même auparavant, et effectivement, et là je vous rejoins totalement, Philippe, ils n'ont pas véritablement franchi le Rubicon. Alors, les frondeurs n'ont jamais franchi le Rubicon. Imaginons, on va faire de la politique fiction, que ce coup-là, ils le franchissent. Est-ce que vous croiriez certains députés de droite ou du centre capables de servir de vote d'appoint à Manuel Valls? Parce qu'aujourd'hui, imaginez la catastrophe, il n'y a plus de gouvernement, mais à droite, la primaire n'a pas eu lieu, il n'y a pas de candidat, et cerise sur le gâteau, il n'y a pas de programme non plus. Est-ce que ça vous paraîtrait plausible, Nicolas Guerreiro ? Il faut faire le calcul, vous avez 221 députés UMP, UDI, enfin les Républicains à UDI, il vous faut 289 voix pour obtenir la majorité absolue et que la motion de censure passe, ce qui n'est arrivé qu'une fois dans l'histoire de la Ve République, en 1962. Donc vous faites le calcul, ça veut dire qu'il faut que vous ayez une soixantaine de frondeurs qui votent. En tout cas, il faut que le solde soit de 60, 68. Ce sera pas. À mon sens, on n'y sera pas. Ça, c'est l'épouvantail qu'on agite, mais ça ne sera pas. Et stratégiquement, d'autre manière, les personnes ont intérêt à faire ça. Ça risque d'être encore plus le chaos que c'est le bordel aujourd'hui. Donc, ils ne le feront pas à 13 mois de la présidentielle. Et d'autre manière, il n'y a rien derrière.
Donc ça soit à droite ou à gauche, il n'y a rien derrière. Donc ils vont pas prendre le risque de sous-tendre. Et n'oubliez pas, hein, je le mets dans la plupart de mes livres, c'est un système tout ça. Donc les députés qui font tomber le gouvernement, ils touchent plus leur salaire, ils touchent plus leurs indemnités. Hein. Donc il y en a plein qui sont pas prêts à faire ça. Hein. Je voudrais juste rajouter un point, c'est que le 49.3 est un fusil à un coup. C'est-à-dire qu'il ne peut servir qu'une seule fois pendant une séance parlementaire, hors vote budgétaire. Donc en gros, vous avez droit à 2 depuis la réforme des institutions. Ceci dit, à mon avis, c'est un suicide politique et humainement, c'est un massacre de faire ça. Mais je n'arrive même pas à comprendre, moi qui connais Manuel Valls, qu'il se lance dans ce genre de choses, quoi. Pourtant, je pense que c'est un mec intelligent, mais il est tellement buté, tellement engoncé dans son orgueil qu'il veut pas reculer sur un truc où manifestement il aurait déjà dû le faire, qu'il foute à la poubelle cette putain de loi qui ne sert à rien. Aujourd'hui, cette loi-là, elle a été dictée par Bruxelles, il n'y a plus rien dedans en plus. Ça veut plus rien dire. Pourquoi il s'obstine ? Mais justement, vous connaissez bien Manuel Valls, avant de laisser Nicolas Guerreiro répondre. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que Manuel Valls est en roue libre ? Mais je pense qu'il a pété un câble, ouais. Ça, au moins, c'est plus direct. Nicolas Guerreiro ? Le pouvoir fait péter les câbles, hein. Nicolas Guerreiro. Oui, je comprends. Pas en mesure d'avoir cette analyse. Ça surprend. Aussi. C'est rare qu'un avocat reste bouche bée comme cela. Alors, sinon, non, je pensais plutôt au texte, hein, à vrai dire, en écoutant Philippe Pascot, qu'à une analyse spécifiquement sur Manuel Valls. Non, il y a deux, trois observations qui me frappent. La première, c'est que j'ai le sentiment que beaucoup commente ce texte sans, je crois, l'avoir véritablement consulté, ce qui est un peu regrettable. La deuxième, notamment parmi les personnes qui, je crois, manifestaient lors de la nuit debout, je serais quand même curieux de savoir quelle est la proportion de ces personnes qui se sont véritablement intéressées au contenu du texte. Et ensuite, je voudrais notamment m'intéresser à l'article 2 qui me paraît intéressant en ce qu'il permet de faire prévaloir des accords qui ont été conclus dans le cadre de la négociation collective au niveau de l'entreprise sur des accords au niveau de la branche. Ce qui, en soi, me paraît plutôt assez sain dans la mesure où ça permet de prendre en compte des réalités différentes. Non, ça peut pas être ça. C'est l'ouverture à n'importe quoi, n'importe où. On a une uniformité de règles au niveau du travail. Là, aujourd'hui, c'est nivelé par le bas de faire ça. Chaque entreprise va négocier au plus bas dans son entreprise. Donc, c'est une fausse bonne nouvelle. C'est une fausse bonne loi. Si les gens avaient un degré de conscience, si les patrons avaient un degré de conscience élevé, il n'y a pas de problème, mais ça ne va pas se passer comme ça. Ça va se passer comment je fais parce que ça s'est toujours passé comme ça. Qu'est-ce qui vous fait penser que le débat serait plus désavantageux pour les salariés au niveau de l'entreprise qu'il l'est aujourd'hui parce que de la branche professionnelle? Ça a toujours été comme ça. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, où on a accordé une taxe un peu moins importante pour les restaurateurs qui devaient embaucher du personnel. Est-ce qu'ils ont embauché? Vous parlez de la baisse de la TVA. Mais oui. Est-ce qu'ils ont embauché? Non. Rappelez-vous, monsieur Gattaz, avec son pins Made in Taïwan. Si vous me donnez 40 millions d'euros, je vous promets... 40 milliards. 40 milliards. 40 millions, c'est pas grand-chose. Avec son pins Made in Taïwan, je le précise bien. Si vous me donnez 40 milliards, j'embauche 1 million de personnes. Combien de personnes il a embauché? Donc si moi, j'étais sûr que quelque part, quand on libéralise, entre guillemets, ça permette de faire plus d'emplois. Mais la seule chose qu'il y a quand on libéralise aux France, c'est le salarié qui morfle. Encore une fois, pardon, mais vous avez une vision assez manichéenne, je crois, du débat, et il me semble que les choses sont un peu plus complexes, et surtout c'est au cas par cas. Et là, la question, la disposition que j'évoque est une disposition précise, et alors je vois bien la vision que vous avez, et je dis simplement qu'il me semble que cette disposition va plutôt dans le bon sens. C'est votre avis, je comprends très bien, en tant qu'avocat d'affaires, c'est normal. Alors, je vais vous poser une question très courte, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est exprimé ce matin, un syndicaliste célèbre, Jean-Claude Mailly, qui a proposé un référendum. Est-ce que ça vous paraîtrait plausible ? Alors, la difficulté des référendums, qui évidemment est une idée, comment être opposé à l'idée d'un référendum, c'est évidemment la conception la plus pure de la démocratie directe. Le problème, c'est que dans un référendum, souvent, les personnes qui sont interrogées ne répondent pas tout à fait à la question. Et puis la question qui est posée, souvent, elle est un petit peu suffisamment tordue pour que les gens comprennent pas qu'est-ce qu'ils répondent. Donc, on a avec nous deux personnes qui ne sont pas fondamentalement partisanes du référendum, mais on va quand même... C'est comme les sondages, hein, selon la question, vous avez la réponse. Hein. Oui. Le grand show de la présidentielle. Alors, le deuxième sujet, on a parlé d'Airbnb, mais il y a des concurrents d'Airbnb, puisque la mairie de Paris s'est élevée aujourd'hui contre la plateforme en ligne et ses concurrentes en publiant sur un site dédié la liste des logements qui sont dans les règles pour ce type de transaction. Ainsi, les riverains de la capitale seraient encouragés plus ou moins à dénoncer leurs voisins. Alors,
on risque, si on loue plus de 4 mois sans déclaration, une peine d'amende de, accrochez-vous bien, 25 000 €. La mairie de Paris a démenti, appelé à la délation, etc. Mais bon, comme dirait l'autre, il n'y a pas de fumée sans feu, peut-être. Qu'est-ce que ça vous inspire, Philippe Pascaud ? Moi, ça me fait peur. Ça me fait peur qu'on ose faire ce genre de choses. Ça me rappelle des lois qui ont été promulguées sous Vichy, où quelque part, on incitait les gens par la loi à dénoncer les autres. Pourquoi on va peut-être pas tomber dans le point Godwin. Mais non, je tombe pas dans le point Godwin. Mais pourquoi ils s'obstinent à faire des trucs pour le RNB, alors que pour la fraude fiscale, pour les députés qui tremblent, pour les 1500 milliards qui sont de fraude fiscale qui en France, là, il n'y a pas de bureau pour dénoncer. Pourquoi ils font pas des vraies lois pour les lanceurs d'alerte ? Et là, on va faire un bureau pour dénoncer le voisin, votre petit voisin qui pour faire un petit peu d'argent en plus. Mais je conteste pas qu'il y ait des mecs qui truandent, hein. Je conteste pas qu'il y ait des mecs qui ont fait leur métier. Mais la plupart des gens, c'est les gens qui font un petit plus parce qu'ils ont plus assez de salaire. Et c'est ces gens-là qu'on va inciter à dénoncer. Non mais où on marche sur la tête là. Nicolas Guerrero. Alors je vais peut-être vous surprendre, mais je suis en partie en désaccord avec Philippe Pascaud. En fait, de quoi s'agit-il ? Bon, d'abord, je voudrais rappeler que ce site, le site Open Data, ou Paris Open Data, est un site qui n'est pas spécifiquement consacré à ces informations, qui a été ouvert il y a plusieurs années et qui a vocation, mais comme dans un certain nombre de grandes métropoles, de communiquer sur un certain nombre de données publiques. Et c'est effectivement sur ce site que figurent les éléments que vous évoquiez. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Airbnb est quand même quelque chose de très lucratif. Vous avez vu aujourd'hui un certain nombre de témoignages, notamment je crois sur une radio concurrente, de quelqu'un qui disait voilà, mon studio, je le loue 500 € par mois, et là au moment de l'Eurofoot, j'ai réussi à le proposer pour 200 € la nuit. Donc on est sur un dispositif qui, alors pendant une période exceptionnelle, c'est vrai, est quand même assez lucratif. La question c'est comment est-ce qu'on encadre ça ? Comment est-ce qu'on réglemente tout ça ? Aujourd'hui, la réglementation, c'est que si vous louez un bien, enfin si vous mettez en location pendant plus de 4 mois, vous devez déclarer. Bon, alors effectivement, évidemment, la critique de Philippe Pascaud, qui est de dire dès qu'il y a de la délation, on devrait le sanctionner. Pour les petits. Alors pour les petits, mais alors pardon, votre critère me paraît un peu flou. Sauf que le critère il va être flou automatiquement, et quand quelqu'un va dénoncer, il va dénoncer son voisin. Alors, je voudrais simplement rappeler, et après chacun, les auditeurs jugeront, que c'est un dispositif qui est très répandu dans un certain nombre de choses, et notamment en France, sous l'influence américaine, notamment en matière de droit de la concurrence. Vous savez que les autorités de la concurrence, en France, Nicolas, mais également dans d'autres États. Quand on parle sous influence de l'Amérique, ça commence à me gratter. D'accord, mais soyez un petit peu. N'oubliez pas le TAFTA qu'ils essayent de nous imposer en ce moment. Quand on parle d'influence américaine, ça commence à me gratter. Sauf que avant même qu'on évoque le sujet, vous écartez la possibilité que le dispositif puisse présenter quelques mérites. Lesquels ? Alors, écoutez un instant. Le dispositif consiste, en matière d'autorité de la concurrence, à faire en sorte que lorsque les autorités de poursuite ont des éléments sur la réalité, la possibilité de la réalité d'une entente, eh bien, pour favoriser les résultats de l'enquête, peuvent demander à des acteurs de coopérer, et on a constaté depuis les années 1980-1990 que ces dispositifs permettaient, notamment en matière de droit de la concurrence, mais pas seulement, d'augmenter de manière tout à fait significative le respect de la réglementation. Et donc ça me paraît pas totalement exempt de critique, mais il y a quand même un critère d'efficacité qu'il faut prendre en compte. Oui, je veux bien l'écouter. Moi, ce qui me gêne beaucoup dans ce genre d'affaires, c'est que, encore une fois, on renforce les contrôles sur les petits. On renforce encore les contrôles sur le salarié. On renforce sur les contrôles sur celui qui peut pas dissimuler. Sur celui qui, le week-end, fait son petit boulot, en plus au noir, pour nourrir sa famille. C'est lui sur lequel on va embaucher des contrôleurs pour aller le taxer. Et les gros, comme par hasard, on les oublie. Commençons déjà par taxer les gros. Commençons par contrôler les gros. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on ne peut pas contrôler le compte en banque d'un député, alors qu'il y a un député et un candidat aujourd'hui qui a déclaré qu'il fallait qu'on contrôle les comptes en banque des mecs qui touchaient le RSA? Ça, c'est une vraie question. Les types de RMB, qu'on contrôle quelques personnes de RMB qui abusent, oui, mais pourquoi mettre tout dans le même paquet? Vous vous rendez compte qu'il y a 2 jours on a balancé une loi au Sénat où on a contrôlé les mecs qui vendaient des trucs sur eBay et sur le Bon Coin. Vous vendez une pochette sur le Bon Coin et vous allez le déclarer aux impôts. Si je vous suis, mais donc la régularisation d'un très grand nombre de contribuables qui avaient un certain nombre de comptes dans d'autres pays que la France ont dû vous réjouir. Toutes les régularisations par Bercy, ça c'est une très bonne chose. Combien de régularisations, Nicolas? Moi j'ai les chiffres, c'est peanuts.
C'est peanuts. Ce qu'on vous annonce, c'est peanuts par rapport à ce qui était détourné. On vous annonce que ça. Il y a quelques mecs qui ont eu peur et qui sont revenus en France, mais l'ensemble des mecs contrôlés l'ont pas fait. Qu'on commence à faire des vrais contrôles sur ceux qui dissimulent vraiment beaucoup d'argent. Qu'on commence à faire que les élus qui nous dirigent, etc., commencent par être exemplaires, plutôt que de vouloir que les gens qui sont censés représenter, de les imposer au maximum sur des contrôles pour des petites sommes. Encore une fois, ce qu'on contrôle aujourd'hui, c'est le RSA. C'est le pauvre mec qui le fait RMB, c'est le type qui vend sur eBay. Pardon Philippe, parce que donc, si je vous suis, ce que vous dites, c'est qu'il y a des réglementations qui sont à sens unique. dont il est moins grave qu'elles soient méconnues que d'autres. Mais j'ai pas dit qu'ils étaient moins graves. Bah si, c'est exactement ce que vous dites. J'ai dit simplement qu'on tape sur les petits et pas là où il faut. On va revenir un petit peu sur Airbnb, parce qu'il n'y a pas qu'Airbnb. On parlait des gens qui se font de l'argent sur Airbnb. Il y a un réseau social que tout le monde utilise, ou presque aujourd'hui, qui s'appelle par exemple Blablacar. Et il y a des gens qui ont fait véritablement profession, qui font les mêmes lignes toute la journée. Je sais pas, Paris-Lille, Paris-Nantes, Paris-Orléans, Paris-Bordeaux. Est-ce que quand même, c'est pas du travail dissimulé, Nicolas Guerrero ? Ah ben c'est une méconnaissance de la réglementation en la matière, mais on l'a vu dans l'affaire Uber. Enfin, je veux dire, c'est une vraie remise en cause par les nouvelles technologies d'une réglementation qui soit sera amenée à évoluer sous cette pression-là, soit continuera à résister. Et vous avez vu les différents heurts qui se sont produits. Philippe Pasco. Moi, je pose la question à la base. Si des gens sont obligés de faire 17 heures par jour pour se servir de leur voiture, pour faire du Blablacar, c'est pas parce que ils le font par plaisir, souvent. C'est parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le choix que d'inventer et de trouver des nouveaux boulots pour gagner un peu d'argent. Donc le fond du problème, il est là, c'est qu'on assiste à une paupérisation de plus en plus grande de la population et que les gens essayent de trouver un maximum de combines, même pas pour vivre, pour survivre aujourd'hui. Parce que les gens qui bossent et qui sont ubérisés, entre guillemets, c'est pas des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Hein. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent, c'est ceux qui sont en haut de la pyramide. Ceux qui sont en bas, ils bossent comme des tâcherons. Et avec l'ubérisation, ils arrivent juste à survivre. Et juste avant de changer de sujet, je vous posais une dernière question. Est-ce que vous ne croyez pas que Internet a tellement révolutionné le monde et a tellement révolutionné l'économie, se battre contre Uber, contre Blablacar ou contre Airbnb, c'est se battre contre des moulins? Mais c'est Philippe Pasco. Complètement contre le moulin. Ils ne pourront pas revenir contre ça. On va juste essayer de le juguler, on va essayer de le réguler, on va essayer de faire que quelque part, la plupart des gens gagnent pas beaucoup avec l'ubérisation et que quelques-uns gagnent énormément, mais de toute manière on ne pourra pas revenir en arrière. Oui, non, vous avez parfaitement raison. Je lisais un article il n'y a pas très longtemps qui disait que la révolution de l'internet, la révolution du numérique était à peu près au niveau de la révolution de l'écrit et de l'imprimerie, sous Gutenberg. Je pense que vous avez raison. Je pense qu'il y a un très grand nombre de systèmes juridiques et de dispositifs et de législation qui seront amenés à évoluer de manière significative en raison de ces nouvelles technologies. Il faut juste qu'on se batte pour que ça ne soit pas réservé au niveau du profit à quelques-uns. Parce que c'est ça qui risque de se profiler. C'est que quelques-uns... Vous voyez aujourd'hui les logiciels. L'accès au logiciel, c'est pour tout le monde, à condition que vous payiez énormément d'argent. Donc, allez où l'accès à la liberté, l'accès au savoir? Pour maintenant, l'accès pour le savoir, il faut vous payer pour connaître, payer pour la télé, payer pour le foot, payer pour tout. Donc il faut faire attention. Alors on va attaquer le troisième sujet avec des chiffres qui font peur, puisque 10 à 14 000 décès par an seraient imputables au chômage en France par maladie chronique, hypertension, rechute de cancer. C'est des études internationales qui font état d'un risque de surmortalité multiplié par 3, soit un effet comparable à celui du tabagisme. Et une autre étude récente, INSERM Assurance Maladie Assurance Vieillesse, met en évidence l'état sanitaire général dégradé des demandeurs d'emploi. Les chômeurs ont 2,32 plus de fois que les non-chômeurs d'être en mauvaise santé et 1,71 fois de plus pour les chômeuses. Et avec une augmentation de 10% du taux de chômage, le taux de suicide tous sexes confondus augmente significativement de 1,5%. J'ai regardé combien il y avait de décès par an en France, c'est 600 000 décès par an. On va y arrondir à 15 000 par rapport à 14 000, c'est 2,5% des décès. Est-ce qu'on n'est pas face à un drame de santé publique, Nicolas Guerrero ? Bon, d'abord, c'est une étude très intéressante, très bien documentée, qui a été faite par des gens très sérieux, visiblement, très professionnels. Elle est bienvenue parce que on n'a pas eu beaucoup d'études de ce type. Et elle montre, comme vous l'avez très justement dit, que la condition de chômeur, elle induit des comportements à risque, tabagisme, boisson, hypertension, diabète, obésité. En fait, la question du lien, c'est plus une question, elle est certaine. Je crois que la question ici,
c'est la question des causes du chômage. Parce que c'est en réalité, et je suis d'accord avec vous, c'est une vraie question de santé publique, mais si on souhaite attaquer cette question de santé publique, on ne peut pas le faire sans attaquer la question du chômage. Et alors là, si on attaque la question du chômage, il me semble qu'on en revient sur la question de la part structurelle et de la part conjoncturelle du chômage. Et chacun le sait, enfin, les études sont très claires là-dessus, la part structurelle du chômage en France, elle est très grande, et elle s'explique notamment par un certain nombre de choses, notamment, et ça va faire hurler Philippe Pasco, mais c'est pas grave, on va en débattre, c'est l'existence d'un salaire minimum légal élevé, c'est l'existence de charges sociales qui sont élevées et qui dissuadent l'embauche, et c'est l'existence d'allocations chômage, et donc qui sont assez élevées, comparées, en tout cas, encore une fois, enfin, pas dans l'absolu, mais en tout cas comparées à d'autres États membres de l'Union européenne, et qui conduisent à un niveau de la part structurelle du chômage qui est à peu près autour de 7%. Vous rajoutez la part conjoncturelle, vous êtes à peu près à 10. Et donc, tant qu'on n'aura pas décidé de remettre en cause un certain nombre de ces éléments, vous ne pourrez pas baisser le chômage et les conclusions que vous évoquiez resteront. Philippe Pasco. Ouais, je ne vais pas rentrer dans un débat technique, Nicolas, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Moi, je constate simplement que nos dirigeants, par contre, eux, il n'y a pas beaucoup de taux de suicide, que quelque part, ils durent très longtemps, puisqu'on en retrouve qui sont là 30 ans après. Donc, c'est vraiment pour certaines personnes, hein, les suicides, l'obésité, etc. Ces gens-là mangent bien, ils ont dans des restaurants qui sont 3 étoiles, qui payent 7 €, donc je comprends que ces gens-là se sentent bien pendant 30 ou 40 ans. Sud Radio. Le grand show de la présidentielle. On a parlé du chômage aujourd'hui. Alain Juppé, enfin ce soir, va faire ses propositions économiques. Tout le monde sait qu'il est candidat à la primaire des Républicains. Nicolas Guerreiro, qu'attendez-vous des propositions d'Alain Juppé ? Et je sens que vous n'allez pas être d'accord tous les deux. Vous sentez bien, je pense. D'abord, ce que j'en attends, je ne suis pas un responsable politique. Il a quand même déjà fait un certain nombre d'annonces qui nous permettent d'y voir un peu plus clair. Il a dit qu'il souhaitait que les allocations chômage soient dégressives, ce qui me paraît une mesure de bon sens, même la moindre des choses. La deuxième chose, c'est qu'il a dit qu'il souhaitait baisser la fiscalité sur les entreprises, ce qui me paraît aussi une bonne chose, non pas dans l'absolu, mais pour la raison suivante, c'est que chez un certain nombre de nos voisins européens, et même dans des paradis fiscaux beaucoup plus loin, la fiscalité est beaucoup plus faible, et que donc si on veut lutter efficacement contre l'évasion fiscale, on n'a pas d'autre choix que d'harmoniser les fiscalités. Et enfin, dernier élément, il a évoqué la retraite à 65 ans, ce qui me paraît là aussi une mesure qui va à mon sens dans le bon sens, pour une raison suivante, c'est que l'espérance de vie à la naissance, hommes et femmes confondus, elle est passée de 74 ans à 81 ans, c'est-à-dire 7 ans de gain entre 1981 et 2011. Et la difficulté, donc ça veut dire que, pour être un peu provocateur, à parité de droit, alors je suppose qu'il faille considérer que la moitié du gain d'espérance de vie soit consacrée au travail et la moitié, il faudrait qu'on soit à 63,5. Dans la réalité, c'est que, et on le voit bien en Allemagne ou au Japon, il va falloir adapter l'âge de la retraite sur l'évolution de l'espérance de vie. J'ajoute qu'il n'a pas évoqué les droits de mutation, mais dont on sait qu'ils sont très très élevés en France. Voilà, donc je trouve que dans l'ensemble, ça va plutôt dans le bon sens. Philippe Pasco. Oui, ça va dans le sens du capital, ça va dans le sens du profit, ça va dans le sens de l'entreprise, ça va sûrement pas dans le sens du peuple, mais c'est bien, il a raison, il est dans son rôle. Au moins lui, il est dans son rôle. On sent bien le mec de droit pur et dur, travailler jusqu'à 70 ans. Surtout, il a dit 65. Oui, 65, ça c'est l'annonce. Et puis quand ils arrivent, ils passent à 67. Mais Philippe Pasco, mais c'est bien pour lui. On voit bien la posture que vous avez, mais vous savez bien que aucun gouvernement à un moment ne pourra faire autrement. Ah non, mais la pyramide des âges étant ce qu'elle est. Mais je me pose en faux, de l'argent il y en a. Alors, le problème, c'est qu'il n'est pas forcément redistribué. Alors, avec 2000 milliards d'euros de dette publique, effectivement, l'argent, il y en a beaucoup. Et 1500 milliards de fraude fiscale dans les entreprises étrangères par an en France. 1500 milliards. Le gouvernement que vous soutenez a agi de manière significativement dans ce sens-là. 2% d'impôts, ils payent par an. L'argent, il y en a. Il y a aujourd'hui de plus en plus de gens, de moins en moins de gens qui ont de plus en plus d'argent. Rappelez-vous, il y a 2 ou 3% de la population qui possèdent l'ensemble du pognon au monde. Il y en a de l'argent. Pourquoi on va taxer encore une fois les petits ? On va arriver comme en Angleterre où un type qui a 105 ans pour arriver à joindre les deux bouts, il est pompiste. 105 ans. Il est pompiste, le mec. Alors messieurs, il nous reste peu de temps, à peine 3 minutes. C'est un anniversaire aujourd'hui puisque ça fait 35 ans que François Mitterrand était élu à l'Élysée. Je pense que le 10 mai 80, vous deviez être à la Bastille, Philippe Pasco. Pas du tout. Vous étiez trop jeune, Nicolas Guerreiro. Est-ce que 35 ans après, vous diriez pas que le commencement de la fin pour la gauche, c'est le 10 mai 81 ? Philippe Pasco. Non.
Le 10 mai 81, non, c'était un espoir, c'était un bol de respiration, c'était une immense respiration par rapport à tas de gens qui avaient été complètement serrés. Après, ça s'est vite peu amélioré. Mais le 10 mai 80, je dirais pas ça, c'était l'espoir. Nicolas Guerreiro. La question, je pense qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est que restera-t-il de François Mitterrand dans le jugement de l'histoire ? Moi, je pense qu'il restera un homme de culture. Ouais. Je pense qu'il restera un homme de grands travaux. Un homme secret, un homme très médiocre en économie qui ne s'est jamais intéressé à la question et qui d'ailleurs se vantait de n'avoir aucun ouvrage d'économie dans sa bibliothèque, mais surtout, et je crois que c'est un peu dommage et on le retrouve un peu dans François Hollande, une volonté assez machiavélique de durer grâce à l'art de la synthèse, mais qui du coup a eu pour effet de ne pas permettre à la France de rentrer de manière volontaire, je crois, dans le XXIe siècle. Philippe Pascot, quel regard l'homme de gauche que vous êtes a-t-il de François Mitterrand 35 ans après le 10 mai ? Aujourd'hui, malheureusement, j'ai aucun bon regard sur tous les présidents de la République qu'on a eu. Il n'y en a pas un seul qui a réellement travaillé pour la France. C'est des gens qui peuvent toujours faire des choses quand ils sont dans l'opposition et dès qu'ils sont dans la majorité et qu'ils sont au pouvoir, ils ne pensent qu'à une chose, le garder. Mais pas au bénéfice du peuple, à leur propre bénéfice. Mitterrand, de toute manière, Mitterrand par rapport à Sarkozy, il n'y a pas photo, quoi. Quand vous voyez ce qu'a fait Sarkozy, ce qu'a fait Mitterrand. Je vais vous faire rebondir. Mitterrand-Hollande. Si vous faites la comparaison. On parle de quoi là ? On parle des pyramides du Louvre et de Flamby ? On parle des deux présidents de la République, les deux seuls présidents de gauche qu'il y a eu sous la 5e. J'en pense au moins qu'il y en avait un qui savait où il allait et qu'il y en a un qui ne sait pas où il va. Nicolas Guerreiro, Mitterrand versus Hollande. Alors je pense que le président de la République, j'ai des doutes pour cette question de savoir s'il sait où il va. La question de savoir si François Mitterrand savait où il allait, je serais plus circonspect. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin par Nicolas Guerreiro. Merci messieurs d'être venus